Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur BFM TV pour un moment extrêmement important ce soir. Après des jours de tension et avant de nouvelles jours de grève, voici le débat sur la réforme des retraites. Moment de vérité ce soir en direct sur BFM TV. Débat entre les trois plus importantes formations représentées à l'Assemblée nationale. Bonsoir Olivier Véran, vous êtes le Bonsoir. porte-parole du gouvernement. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Président du Rassemblement national. Et bonsoir Mathilde Panot, vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous allons préciser une chose d'emblée, vous deviez être 4 ce soir pour débattre. Nous avions évidemment invité les Républicains à participer à ce débat. Leur président Éric Ciotti, après nous avoir dit oui, après avoir fixé une date avec lui, Éric Ciotti a finalement expliqué qu'il ne pouvait plus participer à ce débat. Nous le regrettons évidemment, mais c'est parti. Retraite, le débat, ça commence maintenant. Et on commence avec vous, Mathilde Panot, puisque le tirage au sort vous a désigné comme étant la première à vous exprimer ce soir. Première question, elle est simple. En un mot, comment résumeriez-vous cette réforme des retraites? Minoritaire. Et pourquoi? Vous êtes seul, monsieur le ministre. 80% des Français sont contre votre réforme. Et plus vous faites de la pédagogie, mieux ils comprennent. Avec votre retraite à 64 ans, vous voulez faire travailler les salariés pour les actionnaires, les pauvres pour les riches. Vous faites cette réforme alors que l'on apprend que 80 milliards de dividendes ont été versés aux grandes entreprises, aux actionnaires de grandes entreprises du CAC 40. Alors que les Français n'en peuvent plus, car les factures d'énergie explosent, les salaires sont trop bas, la vie trop chère et que la santé et l'éducation sont malmenées. Alors que l'urgence écologique n'a jamais été aussi forte. Cette réforme est injuste et injustifiée. Injustifiée parce que le système de retraite n'est pas en faillite. Injuste parce qu'elle pénalise les femmes, les jeunes, elle brutalise les précaires, les salariés du public comme du privé, et ce pour faire baisser les pensions. La NUPES propose la diminution du temps de travail et nous sommes les seuls à porter la retraite à 60 ans. C'est possible à condition que l'intérêt général soit de nouveau aux commandes. La retraite est un nouvel âge de la vie pour s'occuper de soi, des siens, de ses petits-enfants. Vous voulez passer en force, vous créez délibérément le chaos. La retraite est un choix de société, la solidarité ou le chacun pour soi. Des millions de Français vous l'ont dit dans la rue, monsieur le ministre. Ce sera la solidarité, avec ou sans vous. 1 minute 20 d'introduction pour Mathilde Panot. C'est à vous, Olivier Véran. En un mot, comment est-ce que vous résumez cette réforme? Moi, j'ai choisi le mot travail. Pourquoi? D'abord parce que c'est l'ADN politique de ma famille politique, l'ADN de ma famille politique, et parce que je considère qu'il n'y a pas du tout à en avoir honte, au contraire. Ma génération, celle qui l'a précédée, celle qui lui suit, au moment d'entrer sur le marché du travail, a deux craintes, deux angoisses parfois. Le chômage, avec le chômage de masse et cette fameuse courbe du chômage qui n'arrivait pas à s'inverser. Et puis la peur de ne pas avoir de retraite le moment venu. Moi, il y a 5 ans, j'ai suivi un président de la République qui promettait d'engager des réformes très fortes pour faire baisser le chômage. Et nous y arrivons, puisque nous commençons à parler de plein emploi. Nous recréons des emplois, nous adaptons les formations des jeunes aux métiers de demain. Nous sommes redevenus un pays qui est un pays attractif. Eh bien, comme nous l'avons fait avec l'emploi, nous voulons prendre les bonnes décisions au bon moment pour notre système de retraite, pour lever aussi cette angoisse pour les générations actuelles. Prendre les bonnes décisions au bon moment, j'en ai conscience, ça veut dire demander aux Français de travailler progressivement un peu plus longtemps. Mais d'abord, nous le faisons parce que nous croyons au système par répartition, qui c'était ce pari un peu fou qu'avait le général de Gaulle au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui fait que ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent pour payer la retraite de ceux qui ont travaillé avant eux. Et on parlera ce soir de ce système qui est important à mes yeux parce que c'est un système de solidarité, c'est l'inverse du chacun pour soi. Et cette réforme, nous allons la faire avec des contreparties que nous assumons, c'est-à-dire sans baisser les pensions des retraités, au contraire, elles vont augmenter, et d'autant plus pour les retraités fragiles, sans augmenter les impôts, et avec des droits nouveaux qui vont être créés, dont on va parler ce soir, comme par exemple la possibilité d'avoir un congé pour pouvoir réorienter sa profession ou encore la suppression des régimes spéciaux. Et vous avez mis 1 minute 40 pour faire cette introduction. C'est à vous, Jordan Bardella. On essaie de respecter les temps de parole. Quel est le mot que vous avez choisi? J'ai choisi le mot cynique parce que j'ai le sentiment, comme des millions de Français, comme beaucoup de Français qui nous regardent ce soir, que nous avons à la tête de l'État un gouvernement qui vit hors des réalités populaires, que nous avons à la tête de l'État un gouvernement qui mène une guerre sociale contre le peuple français. Les gens qui nous regardent ce soir ont des difficultés au quotidien, ils ont de plus en plus de mal à payer leurs factures d'électricité.
Ils ont de plus en plus de mal à payer leurs factures d'énergie. Ils ont de plus en plus de mal à mettre du carburant dans leur voiture. Ils voient leurs entreprises, leurs artisans, leurs commerçants être frappés par des faillites en cascade parce que les prix, encore une fois, du quotidien et de l'énergie sont devenus exorbitants. Et on a là un gouvernement qui arrive en cette rentrée en leur disant la priorité est que vous travaillez davantage. Donc on a le sentiment d'une forme de cynisme de la part d'un gouvernement qui ne se rend plus compte de la brutalité de sa politique. Et sur le fond de la réforme, on aura l'occasion d'en parler ce soir, moi j'ai le sentiment d'une réforme qui répartit injustement l'effort, qui va demander à ceux qui ont commencé très tôt de travailler encore plus durement, encore plus tard, quand on demandera des efforts quasi identiques aux gens qui ont commencé à travailler plus tard. Je conteste cette réforme parce que je pense qu'on peut faire autrement pour assurer la pérennité de notre système de protection sociale, notamment en relançant la natalité et en relançant l'emploi dans notre pays, mais probablement on aura l'occasion d'en parler. Évidemment, on va en reparler. Réforme cynique, réforme minoritaire. Ça plante le débat, Olivier Véran. Ça promet pour l'heure et demie, les 2 heures que nous avons à débattre ensemble, que vous avez à débattre ensemble. Évidemment, on va dans une seconde passer à la première partie. Juste une chose qu'on a remarqué avec Aurélie avant le début de cette émission. Vous avez refusé de tirer la main de Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de M. Véran ? Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne. Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord. Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Allez, on va lancer la première partie de l'émission. Est-ce que cette réforme est injuste? C'est vrai que c'est la critique de l'opposition depuis des semaines maintenant. On commence avec le cœur de cette réforme, le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. En quoi était-ce nécessaire? Donc voilà, je lance le jingle de la première partie. Le voilà. Et je vous laisse répondre, Olivier Véran, en quoi cette réforme était nécessaire maintenant? Je le disais tout à l'heure, le système par répartition veut que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Vous travaillez, je travaille, nous travaillons, et nous est prélevé sur notre salaire de quoi payer la retraite de ceux qui ont travaillé avant nous. C'est ce qui fait, encore une fois, la beauté de notre système de retraite. Ce système, il est équilibré dès lors qu'il y a suffisamment de personnes qui cotisent et qui travaillent donc par rapport au nombre de retraités. Ça a été le cas par le passé, puisqu'on avait 2 personnes qui cotisaient pour une personne qui était à la retraite. Or, et là c'est factuel, on va quand même s'entendre sur un certain nombre de faits ce soir, je pense que c'est important pour la clarté du débat, nous sommes à 1,7 cotisants pour un retraité, et nous allons bientôt baisser à 1,6 puis 1,5 cotisants par retraité. Ce qui veut dire que le système n'est plus équilibré. Les entrées financières dans la caisse des retraites ne correspondent plus aux sorties qui sont allouées aux retraités. Donc vous avez plusieurs chemins que vous pouvez emprunter. Le premier consiste à dire « oubliez le déficit, c'est pas grave, c'est de la dette, on s'en moque ». Certains ici plaideront pour cette option, voire proposeront même de creuser le trou et tant pis advienne que pourra pour les générations à venir. Et là, en termes d'angoisse pour les jeunes, c'est pas gagné. D'autres vous diront il suffit d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent, des salariés, c'est-à-dire baisser les salaires, puisqu'on enlève de l'argent sur votre salaire pour équilibrer, ce qui représente à peu près 450 € par an en moyenne par salarié. Ça plombe le pouvoir d'achat, pour nous c'est hors de question. Quand vous dites d'autres et certains, vous pouvez les nommer. Hein. Mais on va en venir. Un respect total pour mes co-débatteurs, et vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de m'adresser à eux directement. Ou alors vous pouvez dire, on va baisser les pensions des retraités. On va leur amputer du pouvoir d'achat. Ça fait à peu près 700 € par an et par retraité. Et je pense que si vous posez la question aux retraités, ils vivent plutôt chichement pour un certain nombre d'entre eux. En tout cas, c'est pas Crésus. Et donc, ils vont vous dire non. Ça veut dire qu'il reste comme option pour équilibrer le système, dès lors qu'on est dans la position responsable qui consiste à dire on doit équilibrer ce système, à allonger la durée de travail de manière à ce qu'on cotise un peu plus longtemps, ce qui nous permettra malgré tout de rester le pays européen dans lequel la durée de vie en bonne santé à la retraite sera la plus élevée et le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs sera l'un des plus élevés d'Europe. Mathilde Panot, réforme nécessaire, indispensable, vous dit Olivier Véran. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il vous dit notamment, le porte-parole du gouvernement, que c'est la démographie qui ordonne aussi cette réforme. Monsieur le ministre agite les peurs comme l'ensemble du gouvernement. Bon, alors il nous dit plusieurs choses. On va essayer de tout démonter, les mensonges les uns après les autres. D'abord, il vous dit c'est la catastrophe démographique. Avant, dans les années 70, on avait 3 cotisants pour un retraité. Maintenant, nous sommes à 1,7, etc. Bon, quelle est la réalité? C'est que nous sommes 3 fois plus productifs aujourd'hui. Un travailleur est 3 fois plus productif que ce qu'il était dans les années 70. Vous savez, si on regarde le XXe siècle, vous avez divisé le temps de travail par 2 en termes d'heures de travail dans l'année et dans le siècle, et la productivité a été multipliée par 40, monsieur le ministre. Donc la question, c'est à quoi est-ce qu'on utilise
la hausse de productivité? Est-ce que c'est pour gaver les actionnaires comme vous le faites actuellement et vos amis les riches, ou est-ce que c'est pour faire profiter tout le monde et notamment libérer du temps de travail, ce qui s'est fait tout au cours du XXe siècle? Première chose. La deuxième chose, il vous dit, regardez, il y a un déficit, c'est horrible. Bon, pas de chance pour vous, monsieur le ministre. Pour une fois, le Conseil d'orientation des retraites fait un rapport dans lequel il dément toute dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et le président du Conseil d'orientation des retraites l'a répété encore en audition vendredi dernier. Et puis, si vraiment on prend le déficit temporaire qu'il y a à un moment, même si dans tous les scénarios, on revient à l'équilibre en 2050, vous avez ici en vert le déficit de 12 milliards sur lequel pleure le gouvernement. À peu près. D'accord ? Ensuite, vous pouvez voir à côté les aides qui sont données aux entreprises chaque année, 265 milliards. Vous pouvez voir la fortune des 24 milliardaires. Voilà. La fortune des 24 milliardaires et la fortune des 50 plus grandes fortunes françaises. Donc vous voyez que 12 milliards, ce n'est rien. Nous sommes le 7e pays le plus riche au monde. Donc si nous voulons trouver de l'argent, faites-nous confiance, nous pouvons en trouver beaucoup. Allez-y, ne passez pas par nous, vous débattez entre vous. J'ai du respect pour Jean-Luc Mélenchon et son parcours en politique. Donc je suis allé regarder ce qu'il nous disait de l'avenir du système de retraite il y a une dizaine d'années. Il a fait 2 prédictions que je trouve assez intéressantes de partager avec vous ce soir. En 2010, d'abord, il a dit le problème du vieillissement de la population, qui était déjà annoncé, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que la population vieillit, ça n'en est pas un, puisque le dynamisme de la natalité française fait qu'il n'y aura aucun problème démographique et d'équilibre. Bon, d'ailleurs, à cette époque, vous étiez ensemble au Parti Socialiste. 12 ans plus tard, il n'était plus au PS depuis un moment. Je crois. Depuis 12 ans plus tard, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la politique nataliste s'est plutôt effondrée en France comme elle s'est effondrée en Europe. Donc il y a un déséquilibre. Et ensuite, en 2012, il disait, face à certains pays, c'est-à-dire quasiment tous les pays qui nous entourent en Europe, de gauche comme de droite, qui repoussaient l'âge de départ à la retraite pour anticiper les déséquilibres, eh bien, il disait, vous verrez, ils vont tous revenir en arrière dans les 10 prochaines années. À nouveau, 10 ans plus tard, non seulement aucun n'est revenu en arrière, mais c'est plutôt la tendance inverse, c'est-à-dire que, je le redis, parce que la répétition est utile, la France conservera, même après la réforme, l'un des départs à la retraite parmi les plus précoces. Ensuite, Madame Panot, vous avez dit, beaucoup de choses. Le corps, j'en entends parler depuis une semaine, tout le monde en entend parler. Donc c'est bien parce que tout le monde connaît le corps, c'est formidable. Le corps, il y a quand même une phrase qui est à la page 11 du rapport et que vous avez lu et qui me semble être assez limpide, puisque le corps écrit dans tous les scénarios, et quelle que soit la convention étudiée, je passe sur ce que c'est que la convention, sinon ce serait très très long et pénible pour les gens, mais quel que soit le scénario et les conventions utilisées, il y aura dans les 25 prochaines années un déséquilibre financier qu'il va nous falloir combler. Et le corps nous dit, par contre, en 2070, la démographie sera sans doute plus adaptée et donc on pourra envisager un retour à l'équilibre. Moi, je vous dis juste que je n'ai pas envie d'attendre 2070 pour équilibrer le système. Et quand vous dites que c'est 12 ou 15 milliards, c'est chaque année, Madame Oui, Renaud. mais moi aussi, mes chiffres, c'est chaque année. En réalité, les chiffres, c'est 2034, c'est déjà 150 milliards d'euros de déficit. Alors, je sais que pour vous, l'argent c'est est ce que magique, vous donnez chaque année aux grandes entreprises. On peut trouver 150 milliards dans notre pays à l'échelle de 10 ans. Si l'impôt rendait heureux, Madame Panot, la France serait un paradis sur Terre. Les cotisations sont du salaire différé, Monsieur le ministre. Nous avons le taux d'imposition parmi les plus élevés au monde, avec le Japon et le Danemark, sur les hautes fortunes dans notre pays. Donc, vous savez, on a plutôt recréé de l'emploi, on fait revenir des entreprises, on est capable de reproduire sur le territoire national. Et vous savez que c'est important, on manque de médicaments, on a manqué de masques, on veut réimplanter des usines. Et pour ça, avoir une fiscalité à peu près harmonisée avec nos voisins, c'est plutôt pas mal. Je vous dis qu'on a encore du chemin à faire de ce point de vue-là. Jordan Bardella. D'abord, cette réforme, elle est bâtie sur un mensonge. Le système des retraites français n'est pas en faillite. C'est faux et un mensonge, je le dis. Le président du Conseil d'orientation des retraites, on parlait... Monsieur le ministre a été auditionné le 19 janvier à l'Assemblée nationale. Il dit une chose, il dit il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite jusqu'en 1970. Nous n'avons pas de problème dans la dépense publique qui est liée au système de retraite. Il est vrai que nous avons un problème de recettes, que nous avons à terme un problème de recettes. Et nous avons un problème de recettes parce que dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, quand vous avez 6 millions de chômeurs, c'est 6 millions d'occasions en moins de faire rentrer des cotisations dans les caisses de retraite. Quand vous avez un continent européen, et qui plus est une nation française, qui est vieillissante de par sa démographie, vous avez moins de cotisations qui rentrent. Donc il y a 2 débats à ouvrir. Ce débat, c'est la natalité et la productivité. J'aurai l'occasion d'y revenir. Monsieur Véran, vous dites, mais regardez partout en Europe comment c'est formidable. Regardez partout en Europe. Tous les pays européens ont passé la retraite à 63, 64, 65, 67 ans.
Très bien en Allemagne, il y a 2 fois plus de retraités pauvres qu'en France. Très bien en Suède. Regardez la Suède. Cette semaine, l'ancien directeur général de la Sécu, de la Sécurité sociale suédoise, a pris la parole sur BFM TV. Il a dit à Emmanuel Macron, ne faites pas ça. Nous avons en Suède reporté l'âge de départ légal il y a 20 ans à 65 ans. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de retraités pauvres qu'il n'y en avait il y a 20 ans en Suède. Nous avons été contraints de baisser les pensions de retraite. Et pour une raison très simple, c'est que, et c'est peut-être ce que vous oubliez dans tous ces débats comptables sur la retraite, c'est que la retraite, c'est pas juste de la compta. Il y a des gens derrière. Et il y a des Français qui, aujourd'hui, nous regardent et se disent mais comment je vais pouvoir travailler jusqu'à 62, demain 63, demain 64 ans? Parce qu'il y a des millions de Français qui font des travaux pénibles, qui ont commencé à travailler très tôt. C'est eux que vous décidez de faire partir plus tard par rapport à des gens qui ont pu commencer à travailler à 24 ans. Et je n'ai rien contre les cadres, il en faut même de plus en plus. Mais qui, aujourd'hui, partent à 67 ans, qui, avec votre réforme, partiront demain et après-demain à 67 ans. Et je vais dire la vérité, c'est que si on en vient à faire la réforme des retraites aujourd'hui, alors que le président de la République y était totalement opposé il y a encore 2 ou 3 ans, on aura l'occasion de revenir sur ces déclarations, c'est parce que c'est une exigence de la Commission européenne. Et que c'est une exigence que de réformer notre système de retraite qui est formulé par l'Union européenne et qui était la contrepartie du plan de relance qui a été octroyé à la France par les institutions européennes après la crise sanitaire. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais juste, il faut le dire. Et j'ai retrouvé une interview de M. Beaune, qui était à l'époque ministre des Affaires européennes, et qui a donné une interview à Ouest France le 2 septembre 2020, dans laquelle le journaliste lui disait « Mais quelle réforme la France s'engage-t-elle à faire en contrepartie de ce plan de relance ?» Il cite en premier lieu la réforme des retraites. Donc, il faut dire les choses. L'Union européenne, aujourd'hui, pousse à la paupérisation des classes populaires et des classes moyennes. Il faut dire les choses et il faut que ça circule aussi, Jean-Marc Bordella, évidemment. Ça va circuler, il n'y a pas de problème, je vais laisser la parole, je vais la rendre. Mais juste, il faut rétablir un certain nombre de faits, expliquer qu'il y a un déficit cataclysmique du système de retraite. C'est faux. Deuxièmement, ce n'est pas la bonté du gouvernement qui l'a décidé, mais une exigence de l'Europe. Et troisièmement, permettez-moi de vous rappeler que l'espérance de vie dans notre pays, elle stagne, et que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne d'autant plus chez les classes populaires, et notamment chez les femmes qui vont être les premières victimes de votre réforme. On va laisser Olivier Véran répondre. C'est pas un meeting, hein, c'est un débat. Vous pouvez vous interrompre les uns et les autres. Vous n'avez pas à parler 4 minutes à la suite. Vous pouvez parler entre vous. À Mme Panot, parce qu'elle a du retard par rapport à nous. Vous inquiétez pas, on va gérer. Vous inquiétez pas. Répondez d'abord sur. Non, mais sur la. Jean-Marc Bordella vous accuse de mensonge, tout simplement. Oui, non, mais attendez, depuis le début, j'ai entendu chaos, mensonge, guerre sociale, brutale, cynique. Je vais pas relever toutes les insultes, sinon on va y passer la soirée. Bref, et j'ai l'habitude. Et je suis solide. Ce ne sont pas des insultes, monsieur Véran. Depuis 2 jours, si vous voulez, je peux vous les envoyer, vous verrez, c'est très agréable. Depuis 2 jours, j'entends parler du modèle suédois parce qu'il y a effectivement un responsable politique qui a dit à la France, ne faites pas. Alors, ce qui est intéressant, je suis allé regarder, figurez-vous, le système suédois. D'abord, ils ont un système par points. Ensuite, ils ont une grosse part de capitalisation, ce qui est exactement l'inverse du système par répartition qu'on défend. C'est-à-dire que vous devez cotiser toute votre vie pour votre propre retraite. Et donc, ça crée des inégalités. Ils ont indexé les points sur l'espérance de vie et sur le niveau de croissance. Mais c'est pas ce que vous vouliez faire avant le Covid ? Ils ont un investissement public bien plus faible que ce qu'on met en France. Nous, on est à plus de 14% de PIB. Eux, ils sont à 11% de PIB. Et ils n'ont pas tous les mécanismes d'amortissement social qu'on a dans notre système et qu'on pérennise, voire qu'on conforte, comme par exemple, excusez du peu, la prise en compte du congé maternité. Donc, je veux bien qu'on compare tout ce qu'on veut, mais en l'occurrence, entre la Suède et la France, c'est 2 mondes en matière de retraite. C'est tout ce que... Mais les pensions de retraite ont baissé. 90% des femmes et pour 72% des hommes. Mais Jordan Bardella, ça c'est pour la Suède. Prenez l'exemple américain, ça n'a strictement rien à voir avec c'est à quel âge l'âge de départ légal aux États-Unis ? Excusez-moi, 62 ans. Est-ce qu'on a un système par points ou est-ce qu'on a un système... Mais pourquoi n'avons-nous pas de système par points ? C'est très intéressant de voir le gouvernement maintenant dire nous allons défendre le système par répartition. Qu'avez-vous essayé de faire en 2019-2020 ? C'est pas antinomique, au contraire. Qu'avez-vous essayé de faire ? Le système par points suédois est indexé sur la croissance et sur l'espérance de vie, ce qui n'a jamais été envisagé dans notre pays. Oui. Je vous rends la parole. Oui. En 2019-2020, le gouvernement auquel vous appartenez déjà avait essayé de faire une retraite par points. Il se trouve qu'en 2019-2020, il y avait eu 2 mois de grève, près de 2 millions de personnes qui étaient descendues dans la rue et une forte obstruction parlementaire, donc vous vous rappelez, qui avait permis de ne pas faire passer la réforme avant le Covid. Et donc nous avons gagné contre la réforme de retraite à points. Et heureusement, parce que pour que tout le monde comprenne, alors à ce moment-là, le niveau de votre pension était lié au niveau économique dans le pays. Et vous comprenez qu'avec le Covid, ça aurait voulu dire, pour beaucoup de retraités de notre pays, avoir des pensions beaucoup plus faibles et donc un niveau de retraités beaucoup plus pauvre.
Et donc, c'est intéressant de voir que le gouvernement ne cesse de dire qu'il défend le système par répartition. Vous avez essayé de casser le système par répartition en 2019-2020 parce que vous avez introduit de la capitalisation et notamment, je vous rappelle, la loi Pacte qui défiscalisait des mesures de capitalisation à tel point que la capitalisation depuis 2019, depuis votre loi, a augmenté de 20% dans notre pays. Alors certes, elle n'est qu'à 5%, mais elle a augmenté. Pourquoi ? Pourquoi faites-vous cette réforme aujourd'hui ? C'est une question quand même importante. Vous dites que vous voulez sauver le système par répartition, mais vous avez essayé, il y a 3 ans, de nous faire un système par capitalisation. Pour que tout le monde comprenne bien. C'est faux, Mme Panot. Vous savez que ce que vous dites est totalement faux. C'est vrai. Rappelez-vous que Mme Panot, vous confondez système par points avec un régime universel qui promouvait justement la répartition avec la capitalisation dont tu viens de parler pour la Suède ou pour les États-Unis, par exemple. C'est deux choses totalement différentes. Monsieur le ministre, vous étiez parlementaire aussi à l'époque, comme moi. Il se trouve que j'étais même rapporteur à l'Assemblée, donc je connais très bien ce texte. N'a pas favorisé la capitalisation dans notre pays. Mais Madame Panot, la loi Pacte n'a jamais favorisé la capitalisation pour les retraites. En fait, oui. Pardonnez-moi. La loi Pacte est une loi qui a permis de recréer de l'énergie et de partage des richesses dans les entreprises, de créer de la valeur dans les entreprises et de permettre aux entreprises de devenir des entreprises à mission pour développer ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'était un objectif fort de la loi Pacte. Je regrette que vous ne l'ayez pas voté d'ailleurs à l'époque, parce que quand on voit l'impact que ça a, favorable notamment pour les politiques environnementales, je pense que vous pouvez avoir quelques regrets. Mais là, on est un tout petit peu en dehors du sujet. Bref, on n'a jamais fait autre chose que défendre le système par répartition. Écoutez, vous êtes en train de faire une réforme où vous nous agitez 12 milliards de déficit, d'accord ? On n'agite pas, Madame Panot. Si. Mais on ne crée pas les déficits comme vous créez les milliards, en fait. C'est vous qui créez des milliards. 12 milliards de déficit, ce n'est rien dans notre pays. Nous sommes le 7e pays le plus riche au monde. Je vous lis ce que disait le corps lors de l'audition qui avait été demandée par le président de la Commission des finances, Éric Coquerel. Le président du corps. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Cette réforme dont vous êtes en train de nous parler, l'OFCE lui-même explique que dans 10 ans, ça sera 2,8 milliards d'économies. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire ? Madame Panot, excusez-moi. 2,8 milliards. Vous avez un salaire qui tombe sur votre compte en banque tous les mois. On est d'accord. Et avec ce salaire, vous allez faire des dépenses. Oui. D'accord ? Donc si je suis, alors vous allez dire, oh mon Dieu, je n'ai rien à voir avec la banque, mais imaginez que je sois votre banquier, que je vous appelle en disant, Madame Panot, vos dépenses, c'est super, elles n'ont pas bougé. Par contre, votre salaire, il a baissé d'un tiers, du coup, il y a un problème. Oui, vous êtes un peu à découvert. Donc ce que dit le corps, c'est que les dépenses, le poids des dépenses n'augmente pas, mais que les recettes diminuent. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en disant qu'on passe de 2 cotisants à 1,6 cotisants pour un retraité. Non, c'est parce qu'il est prévu, notamment dans la dynamique du non, c'est des maths, c'est pas de la politique. Que l'État baisse sa contribution au système des retraites, notamment par la baisse de fonctionnaires que vous avez fait, notamment par la prime Macron. Nous, on n'a pas baissé les fonctionnaires, en fait. La prime Macron, ça a coûté combien ? On est même plutôt en train de créer des postes de fonctionnaires. Oui, enfin, vous en avez supprimé tout un tas. Vous êtes... Ah si, Météo France, vous n'avez pas supprimé des fonctionnaires. Le CEREMA, vous n'avez pas supprimé des fonctionnaires. On va revenir sur le cœur de la réforme des retraites. On va revenir sur le cœur de la réforme. Non, il faut qu'on avance. Oui, mais juste une seconde, parce que vous comprenez, ces gens vident les caisses et après ils disent c'est incroyable. Ces gens vident les caisses, Mme Panot. Excusez-moi. Vous avez 12 milliards d'euros, vous dites que c'est une paille. 12 milliards d'euros, c'est une paille. Pour que chacun puisse se faire une idée, 12 milliards d'euros, c'est juste à peu près 3 fois le budget de la culture dans notre pays. Vous avez raison, c'est une sacrée paille. Oui. Moi, je considère que 12 milliards de déficit par an, qui vont ensuite passer à 20 milliards par an, c'est irresponsable. Vous considérez que ce n'est pas un problème parce que l'argent est magique ? Non, l'argent n'est pas magique. Il est à chercher dans les bonnes poches. Il est à chercher dans les bonnes poches, Monsieur le ministre. Juste, les gens qui nous regardent là ce soir, la retraite, c'est quoi ? La retraite, c'est le patrimoine de ceux qui ont travaillé. Et quand vous passez toute votre vie au travail, bien vous avez le droit de rêver à une retraite en bonne santé. Vous avez le droit d'espérer un jour pouvoir arriver à la retraite pour pouvoir profiter de vos proches, pour pouvoir garder vos petits-enfants, pour pouvoir profiter des bonheurs de la vie, pour pouvoir vous engager dans des associations, pour pouvoir profiter de cette période si essentielle pour vous reposer et pour pouvoir profiter des bonheurs qu'offre la vie. Or, aujourd'hui, les gens qui nous regardent se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour travailler jusqu'à 64 ans. Et là où j'évoquais le caractère injuste de cette réforme, c'est parce que les Français, en réalité, vont subir la double peine. Ils vont subir à la fois la baisse des pensions et à la fois la hausse de l'effort. La baisse des pensions parce que, je le disais, il y a beaucoup de Français qui ne pourront pas atteindre cet âge légal et qui vont donc être contraints de partir avec une décote. Le nombre de Français qui part avec une décote, il augmente année après année. C'était 6% en 2004. C'est 13% aujourd'hui et ça va évidemment continuer d'augmenter. Il y a pêle-mêle d'exemples dans tous les jours de gens qui témoignent dans les journaux, sur les réseaux sociaux et qui disent « mais
mon métier est tellement difficile que je ne pourrais pas aller au bout parce que mon corps est fatigué, parce que je suis exposé à des efforts trop importants et que je vais donc assumer de partir plus tôt, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'injuste répartition de l'effort. La réforme du gouvernement, ça va donc permettre à un cadre qui est entré sur le marché du travail à 24 ans, aujourd'hui, de partir à 67 ans, demain, avec la réforme, de partir à 67 ans en ayant cotisé pendant 43 ans. Si vous êtes une infirmière, par exemple, libérale, que vous êtes entrée sur le marché du travail donc à 20 ans ou 21 ans, vous devrez cotiser 44 ans, soit une année de plus que la personne qui a commencé à travailler à 24 ans. Alors qu'est-ce que vous dites à Olivier Véran? Mais pourquoi une telle injustice dans votre système? Alors, Monsieur Bardella, l'infirmière libérale, on a eu l'opportunité de débattre ensemble pendant la campagne. Je vous ai pourtant déjà donné l'exemple. Une infirmière libérale ne part jamais dans la vraie vie au moment de son âge légal. Les infirmières libérales cotisent davantage pour avoir un meilleur niveau de pension, ce que vous semblez continuer d'ignorer. Je vous assure, regardez les chiffres, je parle là d'une majorité écrasante de corps de la profession. Ensuite, vous semblez oublier, pardonnez-moi, ce qui peut-être pour vous est du détail, mais pour les Français compte. Parce que figurez-vous que la retraite des Français, j'y tiens et nous y tenons énormément. Les Français sont plus d'accord avec nous sur la retraite qu'avec vous, monsieur le ministre. Lequel vous, il se trouve en fait, que Marine Le Pen, elle voulait la retraite à 65 ans, 68% des Français C'est sous le vent avec vous, réforme. M. Bardella. Même moi, je ne m'y retrouve plus. Mais au moins, avec Mme les Panot, Français on ne s'y sait. retrouvent plus Que non 60 ans, plus je ne sais avec pas vous. comment on paye, mais c'est 60 ans. Ah si, on sait avec comment le on paye, RN, vous c'est tous les inquiétez 5 pas. ans, ça change. Et ça change de 5 à 7 ans. 60 ans Bref. avec 40 annuités. Vous avez un dispositif, vous avez les dispositifs, M. Bardella, dont vous oubliez de parler, mais du coup, je vais le faire, mais en même temps, c'est mon rôle de parler des choses qui sont des éléments de justice et de progrès dans cette loi. D'abord, vous avez des dispositifs de carrière longue, des dispositifs pour les carrières hachées, qui font on ne touche à rien s'agissant des personnes qui sont en invalidité, en situation de handicap, exposées à l'amiante, etc. Ce qui va permettre concrètement, vous avez retiré quasiment un Français sur deux de partir à la retraite avant l'âge légal. Monsieur Macron a retiré 4 des 10 critères de pénibilité en 2007. Et d'ailleurs, ça m'étonne que quelqu'un qui est médecin, qui a été ministre de la Santé, tolère qu'on touche à des critères de pénibilité qui fait qu'aujourd'hui, manutentionner et transporter des charges lourdes ou exposer son corps à des produits chimiques n'est plus reconnu comme un critère de pénibilité. On peut parler de la déclaration de M. Riester, vous n'avez pas lu la loi, c'est un problème. Hier soir, dans un entretien, dans une interview à LCP, a indiqué lui-même, M. Riester est ministre, ministre des Relations avec le Parlement, très bien, qui a dit cette réforme va pénaliser les femmes. Les femmes seront un peu pénalisées, c'est ce qu'il y a hier. Avec eux, un peu pénalisées, on sait qu'elles vont être beaucoup pénalisées. On va y venir. Et pour une raison très simple, c'est que les femmes, comparées aux hommes, ont des carrières beaucoup plus hachées. Et que donc, en réalité, les femmes vont être beaucoup plus pénalisées par le report de l'âge légal que, évidemment, justement, on va s'arrêter sur ce point. Et on voit la déclaration de Franck Riester. Les femmes sont un peu pénalisées. On n'en disconvient absolument pas. C'est ce qu'il a déclaré hier. On entendra Olivier Véran dans un instant, mais vous vouliez réagir, Mathilde? Moi, j'ai beaucoup de retard, donc je vais commencer juste par faire comprendre quelque chose qui est, à mon avis, très important. On est en train de donner 2 ans fermes aux gens. On va leur dire, vous allez décaler de 2 ans votre âge à la retraite, avec des gens qui n'arriveront pas à l'âge de 64 ans, qui n'y arriveront pas parce qu'ils seront malades, parce qu'ils sont trop usés par le travail, parce que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est à 64 ans pour les hommes et à 65 ans pour les femmes. Et pourquoi est-ce qu'on nous force à faire cette réforme-là, selon le gouvernement, pour des raisons financières? Je le redis, vous avez ici 2 exemples d'hypocrites. Monsieur Véran, qui n'a pas répondu à ma question sur combien ont coûté les primes Macron à l'assurance vieillesse, j'aimerais savoir, parce que à force de créer des trous comme ça, après forcément, on le compense. Et d'ailleurs, c'était marqué. Attendez juste. Non, laissez-moi terminer, Monsieur Véran. Il n'y a pas un euro de moins dans les caisses de la Sécu. Dans le projet de loi de finances 2023, vous avez écrit noir sur blanc que vous faisiez cette réforme des retraites pour compenser les cadeaux qui étaient faits aux plus riches et à la baisse des impôts de production. Donc, ce sont pour les cadeaux faits aux plus riches que vous demandez à des millions de Français de voter plus longtemps. Et Monsieur Bardella, ça, c'est la proposition de loi que vous avez déposée avec le Rassemblement national lors de votre journée réservée du 12 janvier. Qu'est-ce qu'elle fait, cette proposition de loi? Elle propose d'augmenter les salaires, non pas en augmentant le SMIC, vous avez tous les deux voté contre. Non pas en augmentant le SMIC, mais en enlevant des cotisations patronales, donc en créant un trou dans l'assurance vieillesse. Donc maintenant, il faut arrêter. Si nous augmentions les salaires dans ce pays, alors on aurait des cotisations supplémentaires. Surtout, si on mettait une égalité salariale entre les femmes et les hommes, on pourrait avoir 6 milliards d'euros supplémentaires en cotisations.
Donc, il faut arrêter de dire que nous ne pouvons pas trouver de l'argent dans notre pays. Il y a des emplois à créer. Monsieur Véran, les 100 000 emplois qui manquent à l'hôpital public, les 240 000 qui manquent dans les EHPAD, les 300 000 qui manquent pour l'agriculture paysanne et écologique. Nous avons des millions d'emplois à créer dans ce pays qui sont socialement et écologiquement utiles. Et par ailleurs, nous avons 6 millions de personnes privées d'emploi et 14 000 personnes qui meurent directement chaque année des causes du chômage. Donc, non, mais je le dis parce que... J'ai une question à vous poser, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous avez appelé à voter pour qui au second tour de l'élection présidentielle? Eh bien, justement... Que je vous trouve très dur avec M. Véran, mais je crois savoir que vous, c'est pire, vous avez monsieur... fait voter activement... Vous, c'est pire, non, mais rappelez-moi, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous votez avec la loi sur le pouvoir d'achat... Pour qui vous avez appelé à voter au second tour de l'élection présidentielle? Eh bien, nous avons appelé à voter contre Marine Le Pen. Et qui était le candidat en face? Non, mais j'ai un petit trou. Rappelez-moi, parce que là, j'ai un moment d'amnésie. La République en marche. J'ai un petit trou de mémoire. Vous votez les lois avec la Macronie. Vous avez appelé à voter pour contre qui, le SMIC au second tour de ensemble, l'élection contre le blocage des présidentielle? loyers. Mais là, pour non, l'instant... vous n'avez pas appelé à voter contre le blocage des loyers, vous avez appelé à voter pour vous qui au avez second voté tour de contre l'élection ensemble. présidentielle? Contre ensemble. Mais je vous trouve très dur avec M. Véran, je ne suis pas votre avocat, M. Véran. Mais je vous laisse débattre entre vous, là. Rappelez-nous... Je rattrape du temps, j'ai beaucoup parlé avant, je parlerai du Moi, fond. je posais une Vous question. avez appelé à voter sur le tour de l'élection présidentielle, Madame Panot. Combien a coûté la prime Macron? Non, mais c'est intéressant. Non, parce que c'est pas intéressant. C'est compliqué d'être en même temps très critique face au bourreau social du peuple français qu'est M. Macron, mais je viens 6 mois après avoir voté pour lui. Je viens d'expliquer que vous aviez la même politique, en fait, une forme de schizophrénie qui, à mon avis, est très saine à rappeler. Là, moi, je suis entouré de gens ce soir qui ont voté Emmanuel Macron au second tour. Donc, je pense que nous sommes peut-être les plus cohérents dans la critique, mais on ne peut pas se contenter uniquement de critiques. Pour assurer la pérennité de notre système de retraite au XXIe siècle, au XXIe siècle, l'enjeu, c'est de recréer de la natalité dans notre pays. Parce que si on ne relance pas la natalité activement dans notre pays, alors on manquera de cotisants dans les décennies qui viennent. On va parler de la natalité, Jeanne Bardella. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez ouvert un débat qui était le chapitre suivant. Pour qui a voté Mme Panot contre l'élection présidentielle? Vous allez voir. Les femmes. Concernant les femmes, c'est non, c'était pas ça ma question. Ah si, vous en avez parlé tout à l'heure. Si vous l'avez fait tout à l'heure, vous avez ouvert je voulais savoir parce que je trouvais Mme Panot très dure avec M. Véran. On va parler qu'elle nous rappelle le vote qui a été Monsieur Bardella, vous avez dit en termes de natalité, quel était votre modèle? Là, vous avez posé 10 fois la question. Pardon? Vous lui avez posé 10 fois la question. Oui, mais j'aurais pas la réponse. Elle a répondu qu'en gros, avec vous, c'était pareil. Enfin, il me semble que c'était assez clair. Elle vous a mis sur la même ligne que le gouvernement. Elle a même dit qu'avec vous, ce serait pire. Et de toute façon, il faut qu'on avance à moi de sur résumer, les femmes. mais c'était Vous avez notamment cité Franck Riester, hier le ministre des Relations avec le Parlement, qui expliquait effectivement que les femmes seront un peu pénalisées avec cette réforme. Mathilde Panot, est-ce que vous considérez, et qu'est-ce que vous dites ce soir, Olivier Véran, est-ce que vous considérez que la réforme qui est en projet là est une réforme sexiste? Oui, c'est une réforme qui est anti-femme. Et je crois que quand un ministre lui-même l'admet que les femmes vont être pénalisées, alors c'est un bon motif pour le retirer de ce projet de loi. D'abord, je voudrais commencer par répondre sur un point à M. Bardella et ensuite j'irai sur pourquoi est-ce que les femmes vont être particulièrement pénalisées. Enfin. Monsieur Bardella, je vous ai entendu sur la question de la natalité avec un exemple qui m'a quelque peu frappé, pour moi qui ai porté la proposition de loi qui constitutionnalisait le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Moi, je suis pour. Votre exemple, c'est la Hongrie. Il se trouve que la Hongrie force les femmes à écouter le cœur des fœtus avant de pouvoir avorter. Je le dis quand même en termes de politique nataliste et qui respecte la libre disposition des femmes à disposer de leur corps, je trouve ça très très limite. Première chose. Pourquoi cette réforme va pénaliser les femmes ? Vous l'avez dit, vos ministres l'ont dit, donc à partir de là, c'est dit. D'abord parce qu'on a mensonge après mensonge. D'abord, on vous explique, et c'est d'ailleurs dans le document qu'a donné le gouvernement comme étude d'impact sur le texte, que les femmes auraient été les grandes gagnantes, qu'elles partiraient avant. Pas de chance, dans le texte, c'est écrit noir sur blanc que les femmes partiraient 8 à 9 mois après, pour la génération entre 70 et 80. Et quand vous regardez dans les détails, quand vous enlevez les femmes qui ne sont pas concernées par la réforme, j'entends par exemple les femmes en invalidité, les femmes qui partiront de toute façon à 67 ans pour ne pas avoir la décote, alors vous êtes plutôt à 14, 15 mois. Toutes les femmes qui ont des carrières hachées, toutes les femmes, tous les exemples que vous prenez habituellement ne sont pas concernés. Ensuite, comment ? Non, mais elles ne sont pas concernées par l'allongement. Je vous entends depuis hier. Je vous entends depuis hier sur tous les plateaux télé et dans l'hémicycle prendre des exemples de carrières de femmes qui ne sont absolument pas concernées par la réforme. Eh ben on va en parler. Absolument pas. C'est-à-dire les carrières hachées, qui sont protégées. Factuellement, ce qu'on peut dire, c'est que, les femmes continueront, après la réforme, de partir à la retraite avant les hommes. Vrai ou pas vrai ? Non, c'est faux. Ah bon ? C'est faux.
Alors ça, c'est un problème. Mais c'est ce qui est marqué dans votre étude d'impact, en fait, monsieur le ministre. Madame Panot, je vous répète, je vous répète la question. Je vous répète la question. Allez-y. À l'issue du vote de la réforme des retraites, si elle est votée par le Parlement, dans sa souveraineté, est-ce que oui ou non les femmes continueront de partir la réforme plus ne sera tôt pas votée, hein. Est-ce que oui ou non les femmes vous continueront de partir plus tôt que les hommes à la retraite? Non, non. Alors je parle. Mais non, mais si vous parlez pas à carrière complète, on s'y retrouve jamais. En fait. Les femmes partiront factuellement plus tôt à la retraite. Attendez, je continue. Oui ou non, est-ce que les pensions de retraite des femmes avec cette réforme vont augmenter de manière plus importante que les pensions de retraite des hommes? Je vais montrer pourquoi. Alors ça, c'est le nouvel argument. Ça, c'est à nouveau un problème. Mais Madame Panot, on n'est pas dans un problème politique depuis le début du débat, mais dans un problème de maths. Je suis absolument désolé. Les chiffres sont têtus, c'est écrit. Aucun mépris pour vous. Monsieur le ministre, aucun mépris. Ne me dites pas que je vous méprise. Moi, je suis prêt à vous serrer la main si vous voulez. Non, mais je vais vous dire. Si vous voulez, on se serre la main. Le mépris, c'est ce que vous faites. Non, je vais vous expliquer. Depuis le début, vous expliquez aux Français qu'ils n'ont pas compris cette réforme, qu'ils sont trop bêtes pour comprendre, qu'il faut faire de la pédagogie. Les gens ont très bien compris ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Les pensions des femmes vont baisser. Je vais vous expliquer pourquoi. Vos 1 200 € que les gens ont compris qu'ils auront pour tous est un mensonge. Est un mensonge. Pourquoi? On change de sujet, du coup. Non, attendez, je vais vous expliquer parce qu'on nous dit que c'est les femmes qui en seront les plus bénéficiaires. À 60%. D'abord, c'est brut. Pardon, c'est vrai ou pas 60% des femmes qui seront bénéficiaires de la retraite minimale? C'est à carrière complète. C'est à carrière complète, ce qui exclut les femmes. Je vous pose une question basique. Est-ce que oui ou non, ce sont 60% des bénéficiaires de cette retraite minimale revalorisée à 1 200 € sont des femmes? Oui ou non? Je ne sais pas parce que c'est dans l'étude d'impact. Pour regarder. Oui, non, mais attendez. Combien de femmes ont des carrières complètes? Je vais vous expliquer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit à carrière complète, ce que souvent les femmes n'ont pas. Vous allez décaler l'âge. Dès ça, il y a 200 000 femmes qu'on va obliger de travailler de 62 jusqu'à 64 ans pour avoir la carrière complète. Première chose. Non, Madame Panot. La deuxième chose, c'est j'ai une question très précise. Vous n'avez pas répondu sur les primes Macron, peut-être allez-vous répondre sur celle-ci. J'ai une question très précise. Combien de personnes toucheront... Regardez, parce que c'est pas moi qui le fais là. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer, ça aussi c'est une arnaque. La télé ment aussi. Bah oui, non mais regardez, alors je vais vous montrer. On va pas y arriver là. Bah oui, je vais vous montrer, regardez. Par exemple, une femme, alors là on va se mettre d'accord. Là, il y a vous êtes d'accord, une femme va partir de 62, elle va partir à 64 ans à carrière complète. Vous êtes d'accord? Une femme qui devait partir à 62 avec sa pension complète partira à 64 ans. Vous êtes d'accord? Donc, on nous dit que ça sera une hausse de 1 à 2%. Tout dépend de l'âge auquel elle a commencé, Madame Panot. Qu'avant, si une femme travaillait de 62 à 63 ans, alors sa pension avait une surcote de 5%. OK? Donc, si elle travaillait de 62 à 64 ans, elle aurait une surcote de 10%. Et vous nous expliquez que l'augmentation de 1 à 2,2%, c'est magnifique. Madame Panot, ensuite, vous leur enlevez 2 ans de retraite. Si on prend la pension moyenne, c'est 30 000 € qu'on enlève en femmes en moyenne, du fait d'avoir 2 ans de pension en moins. Pardon. Deuxième chose. Non, mais on ne peut pas décider. Pardonnez-moi. Alors expliquez-nous pourquoi les femmes seront les grandes gagnantes. Alors là, je suis vraiment très intéressée. En fait, parce que vous refusez les faits, donc ça va être très compliqué. Non, je ne refuse pas les faits. On vous montre que les femmes partiront encore 2 mois plus tôt que les hommes. Et vous dites non. C'est pas ce qui est écrit. On vous montre que la hausse des pensions des femmes sera plus importante que la hausse des pensions des hommes. C'est-à-dire, en passant, tout le monde y gagne, mais elle est plus importante pour les femmes. On vous montre les chiffres, vous dites non. Comment est-ce que vous voulez qu'on débatte? On n'est pas dans un débat politique, là. Je suis en train de vous expliquer pourquoi est-ce que leur pension va baisser. Dites-moi qu'on n'en fait pas assez, dites-moi qu'il faut travailler sur tel ou tel paramètre. Mais oui, je vous ai parlé de l'égalité salariale femmes-hommes. Sur les chiffres qui vous sont présentés par le Conseil d'État. Je vous ai parlé de la revalorisation des métiers à dominante féminine. Par exemple, les AESH, pour lesquels on s'est beaucoup battu, qui sont payés 730 € par mois pour accompagner des élèves en situation de handicap. On va y venir bien volontiers. Vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y a un truc sur lequel on peut s'entendre. OK, revenons sur les faits, Monsieur le ministre. Combien de personnes toucheront 1 200 € qui ne les touchaient pas jusqu'alors? Combien de personnes? Laissez répondre, c'est important. Attendez, il faudrait il faut juste comprendre que les 1 200 € sont là pour vous faire avaler la pilule. Non, mais moi, je veux comprendre. Les 1 200 €, c'est brut, carrière complète, au SMIC. Donc, les gens qui sont à 800 € pour les retraites et qui nous regardent et qui se disent on a peut-être une bonne avancée sociale devant nous, ne passeront pas à 1 200 €. Ils passeront à 850, au mieux à 800 € maximum. On va parler, vous inquiétez pas, on va parler des 1 200 €, c'est le chapitre qui suit. Simplement. Pénibilité aussi, on y revient ou pas? Bien évidemment. Les femmes, c'est quand même le début de ce chapitre et vous n'avez pas répondu. C'est vrai que Mathilde Panot vous dit quand même que Franck Riester a dit les femmes seront un peu pénalisées. Est-ce que vous reprenez cette formule ce soir? J'essaie de répondre sur le fond, en fait. Mais sur ce point, j'essaie de montrer sur le fond que je ne considère pas que les femmes seront pénalisées puisque leur pension de retraite va augmenter. Mais on est tous alignés au gouvernement. Essayez pas de mettre des coins. Nous, on a le mérite d'être alignés les uns avec les autres. Je n'ai pas trouvé 2 personnes chez vous qui disaient la même chose.
Écoutez, réécoutez mieux. Ou alors, excusez-moi, communication. Mais monsieur, excusez-moi, attendez, excusez-moi, monsieur Riester. Non, mais essayez pas de vous faire des pirouettes. Là, vous êtes très mal parce que vous vous dites, mon collègue a dit une énorme connerie et on va devoir ramer sur les plateaux pour essayer de s'en sortir. Quand, dans Le Monde, la semaine dernière, une députée de la majorité qui s'appelle Madame Lebec parle de réforme sacrificielle, ça veut dire que même dans vos rangs, tout le monde est mal à l'aise avec cette réforme. Parce que vous savez que ce truc-là est indéfendable, injustifiable, et que ça va être la double peine pour tout le monde. Et qu'en réalité, la part des gens qui vont bénéficier de ce système de retraite est très faible. C'est ceux qui ont commencé à travailler ultra tôt, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans. Ça doit être, il faut vérifier, mais ça doit être quelques dizaines, voire quelques centaines, grand maximum de personnes chaque année dans notre pays. Et c'est ceux qui ont commencé à travailler très tard, qui partaient à 67 ans et qui partiront à 67 ans. Mais la France qui se lève tôt, la France qui bosse, la France qui travaille dur, la France qui éprouve son corps dans son travail, elle va être pénalisée et elle va devoir travailler. Ça fait une minute de démagogie. Il n'y a aucune catégorie qui est épargnée. Un professeur, non, pas pause, je termine. Un professeur qui est né en 1963 et qui devait partir à la retraite en 2025 va prendre une année supplémentaire. La génération de mes parents, nés en 62 et en 68, ont pris là, en une décennie, 4 années de travail supplémentaires dans leur carrière. Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé ou l'espérance de vie tout court a progressé de 4 ans? Non. Donc cette réforme, elle est dure, elle est brutale et encore une fois, au regard de la situation économique, elle ne se justifie pas. Et juste, j'en termine là-dessus, il y a un rapport ce matin du Haut Conseil pour les finances publiques qui est sorti, qui est tenu par M. Moscovici, qui est, je crois que vous avez été ensemble au Parti Socialiste, donc qui est plus proche de vous que de moi, et qui dit que cette réforme va coûter de l'argent cette année et pour l'année prochaine, il dit on ne sait pas, à l'État français. Parce que ça va évidemment, et c'est ce que disait aussi le Conseil d'orientation des retraites, entraîner une augmentation des dépenses sociales. Je vous rappelle que 42% des Français, 42% des Français qui arrivent à la retraite sont sans emploi. Là, je ne sais plus de quoi vous parlez. Jordan Bardella. Je suis désolé, pourtant je connais la réforme et je la bosse, mais là, vous m'avez noyé. Si vous êtes ministre et que vous n'arrivez pas à suivre votre propre réforme, qui est à peu près le seul truc sur lequel vous avez été élu. Regardez, vous êtes passé devant moi, j'ai un peu de temps de parole, je vais peut-être en profiter pour essayer de ramener un peu de sujet sur le fond, d'accord? Parce que là, honnêtement, c'est des slogans. Bon, factuellement, vous avez quasiment un Français sur deux qui partira à la retraite avant l'âge légal. Pourquoi? Parce qu'on tient justement compte des gens qui ont des métiers difficiles, des carrières hachées, etc. Mais décalé de 2 ans. Et qui n'ont pas pu. Avec une décote. Comme maintenant, en fait, décalé de 2 ans. Un Français sur deux, quasiment, qui pourra partir avant l'âge légal. Ça aussi. Avec une décote, oui ou non? Non, monsieur Bardella, sans décote. Eh bien, il n'y aura pas de perdant. Il faut quand même. Il y a des choses, encore une fois, qui sont écrites noir sur blanc, y compris dans le rapport du Conseil d'État, y compris dans l'étude d'impact. Encore une fois, c'est pas signé gouvernement. Bon. Factuellement, comme vous êtes amené à travailler un peu plus longtemps, votre pension de retraite, elle augmente. C'est travailler plus pour gagner plus. Tant mieux, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne va pas en plus baisser les pensions. Vous, c'est travailler plus pour gagner moins. Mais non, mais c'est faux. Écoutez, moi, je vous ai prouvé des choses. Je vous ai demandé J'arrête de combien battre avec les chiffres avec vous ce soir. D'accord? On va dire ça. Je vous ai demandé combien de personnes allaient toucher 1 200 € qui ne touchaient pas 1 200 € avant. On va dire, vous me laissez dérouler une minute et après vous me direz que c'est faux. Non, mais pourquoi je la pose, cette question? Même pas Parce sur que les Mediapart a regardé. Mediapart a regardé. Mediapart a regardé. Oui, c'est mieux que le Conseil d'État. C'est pour ça que vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Ils ont regardé, c'est des chercheurs qui ont regardé sur 21 millions de salariés, sur 2,5 millions de salariés, sur 21 ans. Est-ce qu'on parle des carrières longues? Et ils ont regardé qu'il y avait seulement 48 personnes qui correspondaient aux critères, c'est-à-dire carrière complète et ne pas dépasser le SMIC l'ensemble de sa vie. Alors je vous demande, et je vous redemande, combien de personnes qui n'avaient pas 1 200 € bruts avant vont avoir 1 200? C'est bon? Oui. Alors, je termine de répondre à M. Bardella et après, je vous réponds à votre question. Parce que ça fait 3 fois que je la pose, mais allez-y. J'étais en train de vous dire, M. Bardella, que ce que vous dites est factuellement faux. Donc, les gens n'auront pas de baisse de pension de retraite. C'est même le parti pris qui est le nôtre que de dire que toutes les retraites vont pouvoir augmenter. Elles vont plus augmenter, c'est vrai, quand on est à un niveau de retraite qui est plus faible. Non, et je vous réponds maintenant. De toute façon, ça va être ça toute la soirée. Dès que je vais dire un truc, vous allez dire c'est faux. On va vous montrer des chiffres, vous allez dire c'est faux. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je déroule quand même. Madame Panot, vous posez la question. Factuellement, 1,8 million de retraités vont avoir, par le mécanisme de la retraite minimale, de retraités actuels, 1,8 million, vont avoir une augmentation de leur pension qui peut atteindre 100 € par mois. Les 1 200 €, M. Bardella, vous en parlez brut, comme si on allait virer 20%. Vous connaissez comment fonctionne la pension d'un retraité. Le brut, c'est le net duquel on a retiré, le net, c'est le brut duquel on a retiré la cotisation CSG. Et la CSG, elle dépend des revenus du conjoint ou de la conjointe quand il y en a un. Quand attendez, monsieur le ministre. Attendez. 1 200 €, retraite complémentaire comprise. Monsieur le ministre. Attendez, Mme Panot, s'il vous plaît.
quand il n'y en a pas, c'est 0% de CSG, d'accord? Et la plupart du temps, c'est entre 1 et 4%. Ce qui veut dire que vous pouvez considérer que quand on dit 1200 bruts pour un retraité, ça va être minimum, à compter de septembre 2023, 1170 net. Donc on est très loin des 850 1200 euros brut, inclut la retraite complémentaire. On est On d'accord. parle de la retraite qui va être versée sur le compte en banque. D'accord, merci. Inclut la retraite Donc, complémentaire. Madame Panot, pour Donc, terminer vos réponses, 1,8 million de retraités sont Qui toucheront concernés. 1200 euros bruts. 1,8 million auront une augmentation de leur retraite Non, minimale. je vous parle de qui va toucher 1200 euros bruts. C'est quand même la chose que vous avez promise à tout le monde. Donc maintenant, je veux le chiffre exact de combien de personnes sont concernées par carrière complète, ne jamais dépasser le SMIC. En fait, vous me reposez la question avant que j'ai fini ma réponse. Mais je alors allez-y, terminez votre réponse. C'est votre temps de parole. Quand on parle de 85% du net, pour la retraite minimale, on a toujours précisé que c'est pour une carrière complète au niveau du SMIC. Maintenant, si vous avez 90% d'une carrière complète au niveau du SMIC, vous n'aurez pas précisément 1200, vous aurez un petit peu moins, mais vous aurez une majoration. Ça valait entre 30 et 100 euros de plus par mois. Combien de personnes? 1,8 million. Attendez, mais non, vous dites qu'ils vont augmenter leur retraite, c'est pas 1200 euros. Rendez-vous compte quand même, monsieur le ministre, vous êtes en train d'essayer de faire avaler une réforme de retraite aux Français en les faisant tous travailler 2 ans de plus. Alors que vous êtes juste en train d'appliquer une loi qui a été votée en 2003, la loi sur le 85% des retraites. C'est 2003, donc vous êtes juste en train d'appliquer une loi 20 ans après, alors que vous êtes au gouvernement quand même depuis un bon moment, et monsieur Emmanuel Macron est quand même à son 2e mandat. Donc première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je vous redemande combien de personnes vont toucher 1200 euros bruts. Je vous réponds qu'il y aura 1 800 000 personnes qui vont toucher entre 30, 50, la plupart du temps, 70, 100 euros de plus par mois. C'est le mécanisme de retraite minimale. Mais ça dépend du nombre d'années cotisées par les gens. C'est pas que j'ai pas envie de vous répondre. C'est dans l'étude d'impact encore. Regardez-là, s'il vous plaît. Oui, et vous avez ensuite, il y a ce qu'on appelle les flux de retraités, c'est-à-dire les gens qui vont prendre leur retraite. Il y aura 200 000 retraités sur les 800 000 chaque année, c'est-à-dire un retraité sur 4 qui bénéficiera de cette revalorisation de la retraite minimale. D'accord? Donc ça fait un montant important de retraités. Et c'est une mesure de justice. Honnêtement, pour ça, que vous ne soyez pas d'accord sur l'âge, que vous soyez pas d'accord sur plein de trucs, mais que vous soyez en train de nous chercher querelle sur le fait qu'on augmente les salaires des petites retraites. Vous savez, j'étais en déplacement la semaine dernière dans les Hauts-de-France à la rencontre d'une quinzaine de retraités. Sur les 15, pour vous répondre, il y en a 5 à qui j'ai pu dire, vous, à partir de septembre 2023, vous allez avoir une augmentation de votre retraite minimale. Eh bien, vous savez quoi? Ils n'étaient pas contents parce que ça ne fait pas des sommes qui sont folles et qui vont continuer de se serrer la ceinture, mais ils m'ont dit, ça va quand même changer la vie. Non, mais vous vous rendez compte que vous nous dites juste que vous êtes en train d'appliquer donc une loi de 2003 avec 200 000, parce qu'on peut reprendre 200 000 femmes aussi, qu'on va obliger à travailler de 62 jusqu'à 64 ans, et 20% des femmes de ce pays qui sont obligées d'attendre 67 ans pour pouvoir avoir la retraite à temps plein et ne pas avoir la décote. Donc vous êtes d'accord pour vivre dans un pays dans lequel vous aurez une infirmière qui vous piquera à 67 ans, dans lequel vous aurez des ATSEM avec des enfants maternels qu'elles doivent porter. Quelle infirmière me pique à 67 ans? Qu'elles doivent porter à 67 ans. Mais quelle infirmière me pique à 67 ans? Racontez-moi le cas de figure. Le cas de figure, c'est des personnes qui n'ont pas les carrières complètes et qui ne peuvent pas avoir la décote. Donc c'est quelqu'un qui a commencé comme infirmière, Madame Panot, à 24 ans. Donc c'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui a commencé à 20 ans et qui a eu 4 ans d'interruption complète d'activité qui n'est pas liée à la maternité. On est d'accord? Mais vous vous on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Donc je vous demande qui c'est. Vous vous rendez compte que, en termes de conquête féministe dans notre pays, le fait d'avoir juste, par exemple, pour les personnes du privé, lorsque vous avez un enfant, vous avez 4 trimestres pour la naissance et 4 trimestres pour l'éducation. Vous avez 2 ans. Oui. Vous êtes en train de reprendre... Ah non, on reprend rien, Madame Panot. La conquête féministe que les femmes ont eue du fait d'avoir 2 ans pour un enfant dans le privé. Non seulement les 8 trimestres par enfant, ils restent, mais en plus, on va comptabiliser les congés parentaux. Mais sauf qu'ils doivent travailler 2 ans de plus. Est-ce que c'est bien ou pas ça? Par exemple, je suis sûr que sur les 20 articles, si on les regardait ensemble, il y en a une dizaine que vous pourriez voter. Oh non, je crois pas, mais allez-y. La prise en compte du congé parental. C'est bien ou c'est pas bien? 3000 femmes, c'est ça? Mais le recul de l'âge légal annule le bénéfice positif et c'est pas d'endormir tout le monde. Vous prenez d'une main, vous reprenez de l'autre. Mais ce n'est pas moi qui décide qui prend un congé parental ou qui ne prend pas. Est-ce que c'est bien ou pas? Monsieur Véran, le sujet, c'est pas le congé parental. Le congé proche aidant. Le fait de travailler plus longtemps annule le bénéfice que vous avez dans le congé parental. Mais ne forcez pas les gens à travailler 2 ans supplémentaires. C'est ça la question, en fait. Madame Panot, le congé proche aidant, c'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui s'occupe d'un enfant ou d'un proche d'un parent malade, d'accord, ou en situation de handicap, et qui du coup ne peut pas bosser. Jusqu'ici, c'était pas compté. Là, on va lui dire, c'est compté, c'est pas du temps perdu, et on va pas vous forcer à bosser plus tard. C'est bien ou c'est pas bien? Vous le votez ou pas?
Est-ce que vous le votez? Bah non, dans ces conditions-là, Ça, vous le votez non. pas. Bah, du mais coup, non, voilà. mais écoutez, Donc, vous on proposez se mettra une pas d'accord. réforme Mais là, vous aurez du mal à expliquer aux d'améliorer. Français. Mais non, Attendez, Jean Lamberts, Parce qu'on là. Vous aurez du mal à expliquer aux vous Français. permettez d'améliorer, par exemple, si vous faisiez une loi juste sur le congé proche aidant. Au moins on la ça, voterait. dites-le, vous le votez. Mais là, C'est une vous mesure forcez tout le monde à sociale. travailler 2 ans de plus. Vous nous expliquez que, regardez, extraordinaire, vous allez avoir 4 trimestres en plus sur ça, mais on vous en reprend 8 de l'autre côté. Mais soyez sérieux, monsieur le ministre. Mais on reprend pas 8 en fait à personne. Hein. Mais Bah, bien non. sûr que si. Mais Lorsque lesquels, vous alors forcez les gens à travailler 2 ans de plus, quand vous reportez l'âge légal de 62 à 64 ans, ça veut dire que des gens qui, pour avoir leur carrière complète, Madame Panot, on pour parle des pouvoir femmes. partir, Est-ce qu'on reprend, oui ou non, les trimestres de maternité aux femmes? Non. mais si vous les mettez d'un Ah bon, on les côté pour reprend. les C'est dans le reprendre projet de l'autre. loi. Comment? Mais vous C'est dans savez, le projet de loi. Non. On supprime les congés. Mais Ah non. non. Mais en Donc, on les fait, de reprend fait, pas. c'est la même chose, en fait. Bah non, pardon, c'est pas la même bien chose. sûr que si, c'est la même chose. Puisque vous les forcez à travailler jusqu'à 64 ans. Et Madame Panot, je vous pose la question, est-ce qu'on change la prise en compte des congés maternité pour les femmes? Non, La mais vous réponse est non. comprenez que je suis en train d'expliquer que vous demandez Et je vous exactement demande le quelle même temps situation- de travail aux femmes que ce qu'on leur donne lorsqu'elles ont un enfant. On va donner Ce la qui était parole une à Jean conquête Lamberts. féministe extrêmement qui est très en importante. retard, Mais s'il vous parce que plaît. je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'essentiel, c'est-à-dire le report de l'âge légal de départ à la retraite. On a commencé par là le débat. Mais on ne l'a pas clos. Je vais vous citer quelqu'un pour qui Mme Panot et M. Véran ont voté lors de l'élection présidentielle, qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2019, il disait « Je veux dire que quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans, c'est cela la réalité de notre pays. Donc vous aurez beau revaloriser les retraites, mettre en place des dispositifs qui permettent pour les carrières complètes d'avoir 1 200 €, ce qui concerne quelques dizaines de milliers de personnes chaque année sur les 650 000 personnes qui partent à la retraite. Il y a des gens qui partiront avant et qui seront contraints de subir une décote. Et c'est pour ça que l'exemple de la Suède est intéressant. C'est parce que vous pouvez repousser ad vitam aeternam l'âge de départ à la retraite. C'est un contre-exemple, la Suède, M. Bardella, Sauf encore que une fois. les gens ne suivront pas. Et qu'il y a beaucoup C'est pas de le même professions, système. C'est y pas les mêmes compris règles. C'est pas le des même âge. cadres Il n'y a rien pareil. commerciaux qui ont gravi les échelons à l'intérieur de leur entreprise et qui ne pourront pas aller à l'âge de départ légal et qui vont donc être contraints de partir beaucoup plus tôt avec une décote. Vous êtes en accord ou en désaccord avec cette déclaration du président de la Vous pouvez République? lire le début de la phrase? Tant qu'on n'a pas réglé, je vais le faire, tant qu'on n'a pas réglé le Ah, problème. mais J'aurais du chômage voulu que M. dans Bardella notre le pays. lise. Bah si, si. Non, Mais non, vous c'est voulez pas pas le celle-là. Bah si, en fait, c'est 2019, Non, regardez, non. grand débat national. C'est Bah pas si, si. celle-là. Vous voulez pas lire C'est le début de la celle qui dit phrase? que... C'est le même Bah, jour. allons-y. C'est le même Bah, jour, alors, Jean Lamberts. allons-y. C'est le même jour. Tant qu'on n'a pas réglé le Il s'est problème du passé quoi chômage dans de le notre pays, pays, mais- franchement, ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Il s'est passé quoi dans le pays? Non mais je vous parle pas de... Non mais je vous parle pas de ça alors. Bah, Non mais là vous êtes dans la pièce d'à côté. Je vous parle pas du tout de ça. Bah, si, je si. vous parle Grand débat national Je vous 2019, c'est la parle. même déclaration. de la déclaration du président de la République Oui. qui vient aujourd'hui nous dire qu'il faut travailler plus longtemps alors qu'il y a 3 ans, 2019, 4 ans, il nous expliquait les yeux dans les yeux lors du grand débat à tout le monde Bah oui, que regarde. repousser l'âge de départ à 62 ans serait d'une hypocrisie parce que ça serait trop dur Mais vous voulez dans pas les le dire au début métiers de la phrase. industriels et dans les métiers les plus difficiles. On peut aller... Vous voulez qu'on aille sur l'emploi? Non, non, mais je veux bien que vous lisiez le début de la phrase. Vous tronquez une Non, mais je citation. ne suis pas votre élève. Bah, dans ce cas-là, vous êtes en Est-ce train, que vous pardon, êtes en désaccord mais vous avec êtes en le train de président truquer une la citation République? avec les Français qui ont la citation complète sous les yeux. Ça pose un tout petit peu de problème de Est-ce que vous crédibilité. êtes en désaccord avec cela? Avec le quoi? Vous m'avez Avec pas le- écouté. Bah, On en fait, a l'autre Je phrase. suis troublé, Monsieur Bardella. Vous me troublez d'être capable Vous- de vous de n'aurez pas chanter par la flatterie, toute une partie de monsieur le phrase qui est ministre. marquée sur un écran Jamais devant par les le gens compliment. qui peuvent la lire par eux-mêmes. C'est juste Je vais dingue. lire la suite de l'extrait. Je ne crois pas, pour 2 raisons, dit Emmanuel Macron en C'est pas 2019. celle-là. Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Il parlait de repousser l'âge légal de départ à la retraite tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage. Mais vous pouvez parler du problème du chômage ad vitam aeternam. Les jobs qu'on a créés depuis 2017 sont des jobs à faible valeur ajoutée. Ce sont des Uber jobs. La productivité dans notre pays, elle n'a pas bougé depuis 2017. La productivité, c'est-à-dire la valeur des emplois qu'on a créés, elle n'a pas bougé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et je le disais tout 1 à million l'heure, je d'entreprises pense qu'il y a l'année dernière. 2 pistes 1 absolument million d'entreprises. essentielles Ils vont apprécier. pour Hein. sauver, Je pense qu'ils vont pour adorer ce assurer que la vous êtes en train de dire. pérennité de notre système de retraite. C'est la natalité, on en reparlera. Mais c'est d'abord et avant tout la productivité. C'est créer des emplois de qualité. C'est faire monter en gamme notre économie. C'est faire en sorte qu'on crée des emplois qui rapportent beaucoup plus de cotisations que les livreurs Uber Eats ou Deliveroo, qui sont des jobs qui sont créés massivement par le gouvernement. Parce que quand on crée des emplois
précaires. Et je rappelle qu'entre 2017 et 2022, il y a eu 17 000 emplois industriels en moins. On crée des emplois, oui, mais on crée des emplois précaires. On crée des emplois à faible valeur ajoutée et par conséquent des emplois qui amènent beaucoup moins de cotisations dans les caisses de l'État. Donc il faut monter en gamme, il faut augmenter notre budget recherche et développement. Regardez un exemple. Le budget recherche et développement de la France, c'est 2,2% du PIB français. Les grandes nations, les fameuses start-up nations sur lesquelles vous avez tout misé en 2017, Israël, la Corée du Sud, c'est 3, 4, parfois 5% du PIB, le budget recherche. L'Allemagne, c'est 3%. Les États-Unis, c'est 3%. Donc si la France veut continuer à peser dans l'économie de la connaissance, dans l'économie mondiale au XXIe siècle, et aussi faire rentrer des cotisations pour financer son système de retraite, il faut créer des emplois à haute valeur ajoutée. Mathilde Panot. Non mais Monsieur le ministre, pourquoi vous vouliez le début de la phrase? Parce que vous pensez que vous avez réglé le problème du chômage, c'est ça? J'ai pas compris en fait pourquoi vous vouliez le début de la phrase. On a effectivement créé beaucoup d'emplois en fait depuis 4 ans dans le pays, beaucoup. Vous avez fait pas mal de réformes. Je pense qu'ils apprécieront d'ailleurs le million d'entreprises créées l'année dernière en France. Je pense qu'ils vont tous apprécier que vous disiez que c'est des emplois peu qualifiés, qui sont des emplois. Non, il y a effectivement un problème. Non, mais attendez, il y a un problème de précarité de certains emplois, et je suis ravi de savoir que vous vous souciez du sort des livreurs. Qui effectivement méritent qu'on s'occupe d'eux. Les Uber Files, c'est Emmanuel Macron qui les a aidés à s'installer en France. C'est plutôt envie de les expulser. Mais peu importe. Je crois que c'est vous qui avez rédigé les projets de loi, Uber, non? C'est Emmanuel, c'est les députés de la majorité. On ne parle pas des Uber. On peut parler des Uber Files? Oui, enfin, c'est la même chose. Allez-y, faites-vous plaisir, vous avez 2 minutes d'avance sur moi. Non, je pense que c'est pas le sujet. On peut parler de McKinsey, on peut parler des Uber Files. Mais je pense que là, vous allez encore rétro-pédaler. Allez-y, mais non, mais tout ce qui est complot, c'est vendeur pour votre électorat. C'est pas complot, en fait, c'est un consortium international de journalistes. Pourquoi vous ne répondez pas sur le fond? Excusez-moi, mais quand Emmanuel Macron, en 2019, dit que bon courage pour arriver déjà à 62 ans, quand on a une carrière fracturée, quand on fait un métier qui est difficile, quand on travaille dans des zones qui sont touchées par la désertification industrielle. Ça, c'est un véritable sujet. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français-là? Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les Hauts-de-France? Je leur dis qu'aujourd'hui, vous avez des départements entiers dans lesquels il y a plus d'emplois à pourvoir que de chômeurs de catégorie. Non, c'est 400 000 emplois non pourvus alors qu'il y a 6 millions de chômeurs. Arrêtez, il y a des sociologues très connus qui ont fait des choses là-dessus. Non, mais c'est... Comment? Non, par exemple, Adrien Chloé, qui est député dans mon groupe, qui est sociologue spécialiste du chômage. Qui est député LFI? Oui, député LFI. Ben, vous verrez. Non, en fait, monsieur Véran, non. En fait, ça veut dire quoi qui est député LFI? Je me tourne comme ça. Non, mais ça veut dire, madame. Alors attendez, non, mais juste une seconde. Dites que c'est quelqu'un qui est un militant de votre parti. J'ai beaucoup de respect. Mais alors, vous croyez qu'un sociologue ne peut pas être militant? Il a fait un travail sociologique sur cette question-là pour expliquer pourquoi le fameux argument des emplois non pourvus. Vous savez, je suis tout quand je suis devenu député, on a dit que j'étais plus tout que j'étais plus citoyen. 400 000, 6 millions de chômeurs. Vous comprenez qu'il y a un problème quand même là-dedans. Je vais vous dire ce que va créer votre réforme. Elle va créer une fabrique à RSA, une fabrique à chômage, une fabrique à trappe à pauvreté. Vous avez vu ce qu'a dit, alors là ce ne sont pas les Insoumis, donc peut-être que vous allez un peu le considérer, le président de la Fédération nationale de la mutualité française. Que votre réforme allait coûter 10 milliards en invalidité, en incapacité de travail. Que le coût social du report de départ à 64 ans, c'est plus 110 000 personnes aux minima sociaux, notamment au RSA, à l'allocation spécifique de solidarité ou à l'allocation adulte handicapé. C'est plus 400 000 arrêts maladie ou accidents du travail par an. Et c'est plus 277 000 chômeurs. Et quand on regarde sur l'OFCE, plus 277 000 jusqu'à 400 000 chômeurs supplémentaires. Je peux vous répondre? Bah oui. J'entends que le patron de la mutualité fait des prévisions sur l'évolution du chômage et l'impact macroéconomique sur notre pays. Il est plus fort que moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc je le dis sans ironie aucune. Je crois avoir compris que ces prévisions sont basées sur l'impact de la réforme des retraites de 2010, qui avait effectivement repoussé, décalé de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Et justement parce qu'on est conscient de l'impact que ça a pu avoir en termes de précarité chez les seniors et qu'un certain nombre de bénéficiaires de RSA supplémentaires, on n'a pas fait les mêmes erreurs qu'en 2010. Je vous donne juste 3 éléments. Le premier, et vous allez voir pourquoi parfois, et ce que disait M. Bardella pour le coup était vrai, c'est qu'au début ça va nous coûter un peu d'argent, mais on l'assume, cette réforme. C'est que par exemple, on ne touche... Vous avez la garantie que ça va vous en rapporter? Bien sûr, on ne touche à rien, on ne touche en rien au mécanisme... On ne touche en rien au mécanisme d'invalidité, je le disais tout à l'heure. Ça, c'est 3 milliards d'euros. C'est 3 milliards d'euros par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir, si on compare avec la réforme de 2010. Et on l'assume, rien ne change pour eux, et c'est normal. Et là, déjà, on évite, si vous voulez, de créer des trappes à pauvreté. Deuxième, on ne bouge pas sur l'âge des 67 ans, qui est le fameux âge d'annulation de la décote, alors qu'en 2010, il l'avait bougé de 2 ans. Alors là, c'est sûr que le passage de 65 à 67 ans, ça avait été compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Et ensuite,
En 2010, ça a été assez rapide, si vous voulez, comme montée en charge sur les 2 ans. Là, on est dans un recul qui est progressif sur près de 10 ans. C'est 3 mois par an. Ce qui veut dire qu'il y a une capacité d'adaptation qui est différente. Et ce que disent les études qu'on a commandées, qui ne sont pas des études, encore une fois, gouvernementales, c'est que du coup, on se met plutôt à l'abri des risques qui avaient été constatés en 2010 avec une réforme qui était trop rapide et qui touchait tout le monde, y compris les invalides. Alors, je vais répondre sur ce point-là parce que, et vous n'allez pas contester ce chiffre, vous savez qu'il y a eu une augmentation de 157% des bénéficiaires du RSA chez les seniors en 10 ans. Vous le savez. Mais je vous le dis,